violinist and composer Andres joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses on that. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. André Rieu, qui avait bâti sa fortune en jouant des valses, a tout arrêté après un malaise terrifiant. À 74 ans, son corps a finalement rendu l'âme à Mexico. Les fans ont été renvoyés chez eux, les concerts annulés, et son fils a pris les rênes de son immense empire. La vérité est choquante. Cet homme, qui donne 5 concerts par an et possède 80 propriétés, pourrait être contraint de prendre sa retraite, alors qu'il avait juré de jouer jusqu'à 140 ans. Son dernier concert à Maastricht pourrait bien être son adieu définitif. André Rieu est né à Maastricht, aux Pays-Bas, en 1949, dans une famille où la musique était omniprésente, mais où l'amour était rare. Son père, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Maastricht, était un homme austère qui privilégiait la discipline à l'affection. Troisième d'une fratrie de 6 enfants, André grandit dans une maison qui ressemblait davantage à un camp militaire qu'à un foyer d'enfants. Les câlins et les marques d'affection étaient rares. Ses parents étaient de fervents catholiques romains, attachés aux règles et au silence. Ils n'autorisaient pas les visites d'amis. Ils ne riaient pas beaucoup. André a dit un jour, « Mes parents ne m'aimaient pas beaucoup. » Ce n'était pas une supposition. C'était une conviction profonde qui ne l'a jamais quitté. Dès son plus jeune âge, l'énergie naturelle d'André contrastait avec la froideur de ses parents. Sa mère était tellement obsédée par les notes et la pratique musicale qu'elle se sentait insultée lorsque les professeurs qualifiaient André d'artiste. Cette mentalité donnait à André le sentiment d'être invisible, sauf lorsqu'il était irréprochable. Il a passé des années en thérapie, cherchant à comprendre pourquoi son enfance lui avait paru si vide. Mais peut-être ce vide est-il devenu un moteur qui l'aiderait un jour à changer la façon dont le monde perçoit la musique classique. À 5 ans, un événement inattendu se produisit. André tomba amoureux, non pas du violon, mais de sa professeure de violon. Elle avait 18 ans, était blonde et magnifique. Il avait du mal à se concentrer en cours, tellement elle le distrayait. Mais ce béguin lui donnait une raison de prendre son instrument tous les jours. Les gammes et la technique lui importaient peu. Il voulait simplement imiter sa façon de jouer. Il observait ses mains, ses mouvements, le son de sa musique. Et dans quelques semaines, alors que les autres enfants peinaient encore avec les notes de base, André avait déjà compris le vibrato, cette légère oscillation du son qui donne vie à la musique. C'est ce qui l'a marqué, non pas la perfection, mais l'émotion. En grandissant, les tensions avec son père n'ont fait que s'aggraver. André ne voulait pas jouer de la musique classique rigide et sérieuse. Il voulait la rendre joyeuse, amusante, vivante. Mais pour son père, cette idée était une insulte. Quand André lui annonça qu'il voulait jouer des valses, son père rétorqua sèchement. « Je ne t'ai pas appris à danser la valse. » Ce fut un refus glacial. Et la situation se refroidit encore davantage lorsqu'André présenta à la maison sa future épouse, Marjorie. Au lieu de l'accueillir, sa mère lui a dit de partir et a ordonné à André de retourner dans sa chambre propre comme un enfant. C'en était trop. Il est parti avec Marjorie et n'a jamais regretté son choix. À partir de ce jour, ses parents n'assistèrent plus jamais à aucun de ses concerts, même lorsqu'il remplissait les salles du monde entier. À la mort de son père en 1992, celui-ci mourut sans jamais avoir vu ce qu'André était devenu. Mais derrière ce rejet, André préparait un projet. Alors qu'il travaillait dans l'orchestre de son père, il commença à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des musiciens ne semblaient pas se soucier de la musique. Ils parlaient du temps qu'ils faisaient. Ils se plaignaient de leur salaire. L'ambiance était morne. Mais ensuite, pendant les rappels, quelque chose de magique s'est produit. L'orchestre jouait une valse de Strauss et soudain, le public s'anima. On souriait. On fredonnait, l'atmosphère changea. C'est à ce moment-là qu'André sut que c'était le genre de musique qu'il voulait jouer. Non pas pour impressionner les critiques, mais pour émouvoir les gens. Un jour, il joua une douce sérénade pour une femme mourante qui n'avait pas ouvert les yeux depuis des jours. Mais tandis que la musique emplissait la pièce, elle les ouvrit. À cet instant, André a compris le véritable pouvoir de la musique. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais de ressentir. C'est alors que l'idée de fonder son propre orchestre a commencé à germer. En 1978, à 29 ans, avec son nouveau-né à la maison et peu d'argent, André a débuté modestement. Il a créé le Maastricht Salon Orchestra, avec seulement une poignée de musiciens. Il jouait partout où il le pouvait. Mariage, Mary's, villes frontalières entre l'Allemagne et la Belgique. Il jouait des valses d'antan et de la musique de salon que la plupart des gens avaient oubliées. Ce n'était pas glamour, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais André s'en fichait. Il faisait ce qu'il aimait.
Un soir, lors d'un petit concert, il joua la valse d'or et d'argent de Franz Lehár. Il s'y mit tout son cœur et sentit quelque chose changer en lui. C'était comme si la musique lui répondait. Ce soir-là, il décida que c'était là son avenir. Peu lui importait si les critiques disaient que c'était ringard. Peu lui importait que l'élite s'en moque. Il était convaincu que la musique classique pouvait être source de joie. Et il n'allait pas s'arrêter tant que tout le monde ne l'aurait pas compris. En 1987, André Rieu se trouvait à un tournant de sa carrière. Il avait presque 40 ans et dirigeait l'orchestre de salon de Maastricht depuis près de 10 ans. Mais quelque chose clochait. L'enthousiasme avait disparu. Les limites étaient claires et l'ancien format ne suffisait plus. Il voulait quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas seulement jouer de la musique. Il voulait créer de la magie. Ce genre de joie et de spectacle que l'on ressentait autrefois lorsque Johann Strauss lui-même jouait du violon tout en dirigeant, bougeant tout son corps au rythme de la musique. Cette énergie, ces plaisirs, ce sentiment d'être vivant, Rieu voulait le faire revivre. Mais ce n'était pas une décision facile. Se lancer dans un nouveau projet impliquait de prendre un risque considérable. Engager des musiciens professionnels représentait un investissement important. Et il n'était pas riche. Chaque musicien qui l'engageait représentait une pression financière supplémentaire sur ses épaules. Les engagements étaient incertains. La musique classique n'était pas vraiment réputée pour sa prise de risque. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il devait tenter le coup. Le 1 janvier 1988, sa nouvelle création, l'orchestre Johann Strauss, donnait son premier concert. C'était un petit concert, seulement 12 musiciens et un public modeste. Mais il y régnait quelque chose de différent. Rieu ne suivait pas les règles. Il n'a pas habillé l'orchestre en noir comme le veut la tradition. Il n'a pas imposé une ambiance silencieuse et formelle sur scène. Il y a insufflé des rires, des airs folkloriques, des jeux de lumière dramatiques et une touche théâtrale. Les critiques n'ont pas aimé. Ils ont dit que c'était de mauvais goût et artificiel. Mais le public, Louis, a applaudi, a souri, s'est pris au jeu. Rieu avait trouvé une étincelle et il n'allait pas la laisser s'éteindre. Puis vint le moment qui changea tout. C'était en mai 1995, lors de la finale de la Ligue des champions à Vienne. L'Ajax et le Bayern Munich s'affrontaient dans un duel acharné. À la mi-temps, un événement inattendu se produisit. Rieu et son orchestre entrèrent sur la pelouse et interprétèrent la valse numéro 1 de Shostakovich. 2. La mélodie était devenue familière au public néerlandais grâce à une publicité télévisée, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Tout le stade, soit 50-0 supporters, se mit à se balancer, à fredonner et à se laisser emporter par la musique. C'était du jamais vu. Les caméras ont retransmis l'événement en direct à 300 millions de personnes à travers l'Europe. Ce n'était pas un simple spectacle de la mi-temps. Qu'on eut un succès fulgurant. Il resta en tête des ventes aux Pays-Bas pendant 19 semaines consécutives, devenant l'album le plus vendu du pays durant toute la décennie. Des personnes qui n'avaient jamais porté d'intérêt à la musique classique se mirent à acheter ses albums, à assister à ses concerts et à tomber amoureuses des valses. Les spécialistes de la musique parlent encore de ce match de football comme du moment où André Rieu devint bien plus qu'un simple violoniste. Il est devenu un mouvement, mais tout le monde n'était pas ravi. Le monde de la musique classique a réagi vivement. On le traita d'imposteur, on l'accusa de détruire la tradition et de transformer une musique séculaire en un cirque. Dans une critique acerbe, un chef d'orchestre renommé alla jusqu'à qualifier ses représentations de pornographie musicale. Les critiques abhorraient les costumes chatoyants, les plaisanteries sur scène, les arrangements simplifiés et les décors imposants. La situation s'est encore envenimée en 2008, lorsque Rieu a fait construire une réplique du château de Schönbrunn à Vienne. Fontaines, patinoires, chevaux et tout le reste, uniquement pour servir de décor. Le projet a coûté 34 millions d'euros. Les puristes étaient horrifiés. Pourtant, Rieu ne céda pas. Il était convaincu que la musique devait appartenir à tous, et non pas seulement aux experts des salles de concert. Il voulait que les enfants, les parents, les professeurs, le personnel de ménage, tout le monde puisse profiter de la même musique, autrefois réservée à des traditions rigides. Et la vérité était indéniable. Des millions de fans l'adoraient. Ses concerts affichaient complets. On dansait dans les allées et on achetait des albums. Desta. En 1994, Strauss et sa troupe avaient déjà fait sensation. Mais après ce concert de 1995, ce fut un véritable triomphe. Aux Pays-Bas seulement, il s'en est vendu 750 exemplaires en quelques mois.
en Allemagne. Il a fait une entrée fracassante dans le top 5 des ventes. Un phénomène inédit pour la musique classique. À son apogée, l'album s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Il a même surpassé les ventes de certains des plus grands noms de la pop, comme Céline Dion et Bon Jovi, sur les principaux marchés européens. Grâce à lui, les grandes enseignes de disques ont commencé à accorder une place plus importante à la musique classique. Les professionnels du secteur l'appelaient l'effet Rieu. Universal Music annonçait que ses albums avaient généré plus de profits que ceux de n'importe quel autre artiste classique. Il ne se contentait pas de faire de la musique, il révolutionnait le secteur. Tout cela découle d'une décision risquée prise en 1987. Lorsqu'il a baptisé son groupe du nom de Johann Strauss, on l'a pris pour un arrogant. Mais avec le temps, il a prouvé le contraire. Il n'a pas remplacé Strauss, il l'a fait renaître. Dans les années 1980, les valses de Strauss tombaient dans l'oubli. Presque plus personne ne les jouait. Mais en 2010, les représentations de la musique de Strauss avaient été multipliées par 16, principalement grâce à Rieu. Sun Orchestra, qui ne comptait au départ que 12 musiciens, en comptait désormais plus de 60, soit plus que l'ensemble de Strauss lui-même. En 1999, pour commémorer le centenaire de la mort de Strauss, Rieu a sorti un album hommage et a exprimé sa profonde admiration. Le gouvernement autrichien lui a même décerné l'une de ses plus hautes distinctions nationales pour sa contribution à la préservation du patrimoine musical du pays. André Rieu n'a pas seulement joué de la musique classique, il en a fait un phénomène mondial. En 2008, il a fait quelque chose d'inattendu de la part d'un violoniste. Il a construit une réplique géante du château de Schönbrunn à Vienne et l'a emmené en tournée. On parle d'un château grandeur nature qui a voyagé à travers le monde avec lui. Ce n'était pas qu'un simple décor. Il y avait de véritables fontaines, des patinoires, des lustres et même des calèches viennoises. C'était plus grand que tout ce que les Rolling Stones avaient jamais construit. Et ce n'était pas qu'un effet de style. Rieu voulait faire découvrir la magie de Vienne à ceux qui n'auraient jamais les moyens de s'y rendre. La logistique était colossale. À chaque fois, il fallait 100 ouvriers et 6 jours pour monter la scène. Mais le pari a été gagnant. Les stades d'Europe et d'Australie étaient un comble. Rien qu'à Melbourne, 38 605 personnes ont rempli le Telstra Dome pour assister à son concert, un record pour un concert de musique classique en Australie. En 3 concerts dans cette ville, près de 90 personnes se sont déplacées. Et de retour en Europe, il remplissait les salles tout aussi rapidement. À un moment donné en Australie, ses DVD dominaient les classements, occupant 8 des 10 premières places. Seuls Pink et AC/DC ont réussi à se hisser dans le classement. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de chance. Les concerts de Rieu ont connu un tel succès qu'il a intégré le top 10 des tournées les plus lucratives au monde, côtoyant des artistes comme Madonna et The Police. Pas mal pour celui qu'on surnomme le roi de la valse. Et comme si cela ne suffisait pas, ses ventes d'albums et de DVD lui ont valu plus de 500 disques de platine. Un chiffre qu'aucun autre musicien classique n'a jamais atteint. Pour immortaliser ce moment, Universal Music lui a remis un trophée en forme de violon chromé, réalisé sur mesure. Ils ont déclaré que son succès était sans précédent dans le monde de la musique. Mais tout n'était pas rose. En 2016, une tragédie a frappé lors de ce qui devait être une joyeuse tournée de Noël au Royaume-Uni. Rude Merckx, le tromboniste de longue date de Rieu, a succombé à un arrêt cardiaque soudain pendant son sommeil, alors que l'orchestre séjournait à Leeds. Il jouait avec Rieu depuis plus de 20 ans. Son épouse, elle aussi violoniste dans l'orchestre, était à ses côtés. Ils avaient 2 enfants restés au pays. Ce fut un véritable coup de poing pour le groupe. Rieu n'a pas hésité. Il a annulé le concert de Nottingham prévu ce soir-là. Et peu après, il a reporté le reste de sa tournée au Royaume-Uni. Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow, toutes rayées du calendrier. Rieu considérait son orchestre comme une famille, et il le pensait vraiment. Nombre de ses musiciens étaient à ses côtés depuis plus de 25 ans. Perdre l'un des leurs juste avant Noël fut un coup dur. Merckx fut rapatrié aux Pays-Bas, où il décéda 5 jours plus tard. Lorsque Rieu revint enfin au Royaume-Uni en mars, quelque chose avait changé. La magie opérait toujours, mais la foule était moins nombreuse. On se souvenait de ce qui s'était passé en décembre, et lui aussi. André Rieu avait passé des décennies à enchanter le monde avec sa musique. Mais en mars 2024, son retour à Mexico a failli le terrasser. À 74 ans, il parcourait encore le monde avec l'énergie d'un homme 2 fois plus jeune, jusqu'à ce que son corps le lâche soudainement.
Après seulement 2 représentations, André s'est effondré, victime d'un mélange brutal de décalage horaire, d'altitude et d'une vilaine grippe. Mexico, perché à plus de 2,0 mètres d'altitude, l'a poussé à bout. Même les membres de son orchestre en ont souffert, notamment de saignements de nez et d'épuisement. My poor André, c'était pire encore. Il avait de la fièvre, des vertiges, et se sentait, selon ses propres termes, complètement épuisé. Ce soir-là, en coulisses, il appela sa femme et lui dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Auparavant, « Je ne veux plus jamais revivre une première de concert comme celle-ci. » C'était la première fois que cet artiste infatigable admettait qu'il devrait peut-être ralentir la cadence. Les concerts ont été annulés, privant 40 fans de leur spectacle. Et celui qui se vantait de ne jamais manquer une représentation a dû rentrer chez lui. Ce n'était pas qu'une simple frayeur passagère. André luttait contre la maladie depuis des années. En 2010, une infection virale à l'oreille interne lui a fait perdre l'équilibre, ce qui a interrompu sa tournée et nécessité des mois de convalescence. Il a même donné un concert avec une forte fièvre en 2019. Il ne laissait jamais transparaître sa souffrance. Mais le Mexique était différent. Ses jambes tremblaient. Il pensait ne pas pouvoir tenir le coup. Et cette fois, il l'a dit à voix haute. De retour chez lui à Maastricht, il l'a clairement exprimé. Il n'allait plus se faire souffrir. Son fils Pierre, qui avait déjà repris la plupart des responsabilités de l'entreprise, all up le loin, il commença à modifier la façon dont les visites étaient organisées. Fini les voyages internationaux épuisants. Fini de se mettre à l'épreuve. Ils ont commencé à planifier des concerts plus intimistes et plus proches les uns des autres. L'Europe seulement, peut-être. Le Mexique, probablement plus jamais. Pierre était devenu bien plus qu'un simple gestionnaire d'entreprise. C'était désormais lui qui veillait sur son père. Au fil des ans, il avait peu à peu soulagé André de ce fardeau, gérant la logistique, l'équipe et s'assurant du bon déroulement des opérations. André, Louis, voulait tout contrôler. À présent, il faisait entièrement confiance à Pierre. Leur lien s'était renforcé à chaque fois qu'il avait frôlé la mort, à chaque alerte sanitaire. Et dans coulisses, Pierre était devenu celui qui tenait la barre, veillant à ce que son père puisse continuer à faire ce qu'il aimait, sans risquer sa vie. Mais le parcours d'André ne s'est pas résumé à des problèmes de santé et à des succès musicaux. En 2015, il a été confronté à une polémique inattendue, sans aucun lien avec la musique. Lors d'un de ses célèbres concerts d'été à Maastricht, nos enfants d'un groupe musical roumain sont montés sur scène. Ils faisaient une partie d'un ensemble dirigé par le légendaire joueur de flûte de Pan, Georg Zamfir. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que les autorités néerlandaises infligent à André une amende colossale de 236 €, arguant que les enfants avaient joué au-delà des heures légales de travail pour les mineurs. Réduite par la suite, elle n'en demeurait pas moins l'une des plus lourdes amendes culturelles de l'histoire néerlandaise. L'équipe d'André a contesté la décision, affirmant que les enfants n'avaient pas joué après 23 heures et qu'ils étaient simplement revenus sur scène pour saluer le public lors des saluts. Techniquement, ces enfants étaient sous la responsabilité de Zamfir et non d'André. Après 2 ans de bataille judiciaire, le tribunal a finalement tranché en sa faveur. Il n'était pas leur employeur. L'amende fut annulée. L'affaire suscita néanmoins des interrogations et, pour certains critiques, ternit sa réputation. Malgré ces zones d'ombre, André Rieu conserve toujours son contact avec le public. En 2019, lorsqu'un groupe de musiciens handicapés mentaux s'est fait voler tous ses instruments, André n'a pas hésité. Il a lu l'article dans le journal et a proposé de tout remplacer. Du matériel d'une valeur de 20,0 €, comme ça. Pas de coup de pub, pas de grande annonce, juste de la bienveillance. Et lorsque la cathédrale Notre-Dame a été ravagée par les flammes, il a offert 700 tonnes d'acier pour sa restauration. Des gestes discrets qui ont révélé une facette de sa personnalité qui ne faisait pas toujours la une des journaux. Il y a aussi son précieux Stradivarius. À un moment donné, des difficultés financières ont failli le contraindre à le vendre. Il l'a mis en vente à un prix exorbitant pour le préserver. Et quand la situation s'est améliorée, il l'a retiré du marché. Ce violon, ce n'est pas que du bois et des cordes, c'est une partie de lui. Il joue désormais sur un modèle rare de 1732 et l'envoie 2 fois par an à Vienne pour son entretien. Un maître artisan le démonte, le Venite veille à ce qu'il reste en parfait état. Il est traité comme un trésor lors de chaque tournée. André Rieu est peut-être le visage de l'orchestre le plus joyeux du monde, mais derrière le sourire du violoniste se cache un empire discret, solidement ancré dans sa famille et empreint de quelques secrets surprenants. Tout commence avec sa femme, Marjorie,
La plupart des fans l'aperçoivent simplement comme la compagne d'André, mais elle est bien plus que cela, une part d'ombre. Depuis des décennies, elle compose des morceaux pour l'orchestre sans jamais s'en attribuer le mérite. Son œuvre réside dans la musique, loin des projecteurs. Tandis qu'André devenait la vedette, Marjorie restait dans l'ombre, façonnant le son, guidant la vision et l'encourageant à créer quelque chose de nouveau lorsque le monde de la musique classique ne l'inspirait plus. C'est aussi elle qui a insisté pour l'une des décisions les plus audacieuses du couple, l'achat d'un château centenaire. L'appel est arrivé à l'improviste. Ils étaient en vacances lorsque leur comptable leur a annoncé qu'une partie du château de Maastricht, datant du 15e siècle, était à vendre. Marjorie n'a pas hésité. « Vendez plus de disques », a-t-elle dit. Et voilà, la famille Rioux l'a acheté. Ce n'était pas qu'une simple maison. C'était devenu le quartier général de toute l'opération Rioux. André avait transformé les pièces sombres et froides en un univers féerique, chaleureux et lumineux. Il en a lui-même conçu les plans, mêlant les styles autrichiens, bavarois et vénitiens. Le château est aujourd'hui à la fois un lieu de bureau, une salle de spectacle et un havre de rêve. Et tout au fond, on perçoit encore les échos de la musique et les murmures des décisions familiales qui ont façonné l'Empire. Aujourd'hui, la nouvelle génération entre en scène. La petite fille d'André, Daisy, n'a que 9 ans, mais elle répète déjà au piano avec l'orchestre. Ce n'est pas un coup de pub. Voilà comment se perpétue l'héritage des Rioux. Discrètement, progressivement, grâce à l'amour et au talent, André sait ce que signifie grandir dans la musique. Il l'a vécu et Daisy le vit maintenant aussi, tout comme son père. Pierre l'avait fait des années auparavant, en passant des coulisses au poste de directeur administratif de l'orchestre. La famille Rioux ne force pas ses enfants à être sous les feux de la rampe. Ils ouvrent la porte, les laissent entrer et attendent que la musique commence. André Rioux ne se contentait pas de jouer de la musique. Il a bouleversé tout ce qui donnait au concert classique l'aspect de rituel froid et distant. Quand il montait sur scène, il n'était pas question de silence, de posture ou de smoking. Il était question de joie. Si vous aviez envie de danser, il vous voulait dans les allées. Si vous aviez envie de chanter, d'applaudir ou de pleurer, vous étiez au bon endroit. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, il conseillait au public de ne pas s'encombrer de robes de bal, à moins de vouloir tournoyer dedans. Il transformait la symphonie en une véritable fête, et le public l'adorait pour cela. Autrefois, la plupart des concerts de musique classique ressemblaient davantage à des conférences qu'à des spectacles. Des tenues guindées, un public silencieux et des règles si strictes qu'applaudir au mauvais moment pouvait vous valoir un regard noir. Rioux détestait ça. Après des années passées au sein d'orchestres traditionnels, il en avait assez de la froideur qui régnait entre musiciens et public. Il a donc tout chamboulé. Ses concerts ont commencé à ressembler davantage à des mariages qu'à des récitals, emplis de rires, d'émotions et même de fausses neiges lorsque l'ambiance s'y prêtait. Ce n'était pas seulement de la rébellion, c'était de l'intelligence. Alors que d'autres se contentaient d'affiches et d'annonces dans les journaux, Rioux a investi les réseaux sociaux avant même que la plupart de ses concurrents n'en connaissent l'existence. Pendant que d'autres orchestres débattaient du caractère trop informel d'Instagram, Rioux était déjà devenu viral. Son interprétation de Danny Boy à Dublin n'a pas seulement touché les fans, elle a fait sensation, cumulant des millions de vues comme un clip vidéo à succès. Mais son génie ne résidait pas seulement dans sa présence en ligne, mais aussi dans la manière dont il l'a exploitée. Chaque étape de sa tournée proposait une musique régionale, des thèmes locaux et un contenu conçu spécialement pour la ville en question. Il n'a pas seulement invité les fans, il les a pleinement intégrés au spectacle. Des sondages aux avant-premières, des fêtes aux cadeaux. Chaque détail était pensé pour créer une communauté. Il a donné à la musique classique le sentiment d'appartenir à tous, et non plus seulement aux incollables connaisseurs des symphonies de Beethoven. Puis vint l'ère du cinéma. Non content de remplir les stades, Rioux porta ses concerts sur grand écran. Mais au lieu de filmer une simple performance et de s'arrêter là, il raconta une histoire. Dans son film de 2025, The Dream Continues, il emmène ses fans en voyage fluvial à travers sa ville natale. Mêlant vidéos familiales, imagées des coulisses et performances live du monde entier, le film ne se limitait plus à la musique. Il s'agissait de souvenirs, d'émotions et de permettre au public de pénétrer dans son rêve. Même les salles de cinéma ont dû s'adapter. Fini les règles du silence et du dos droit. Désormais, chacun pouvait apporter des encas, siroter un verre et s'installer confortablement pour une soirée qui ressemblait davantage à une fête qu'à une simple projection. Rioux avait compris quelque chose de simple mais de puissant.
les gens aspirent à vivre une expérience authentique. Et il leur a donné cela. Au début, les critiques étaient impitoyables. Ils se moquaient de sa coiffure, de son sens du spectacle et de son immense popularité. Certains le considéraient comme le pire fléau de la musique classique. Mais la situation changea lorsque les écoles de commerce et les économistes commencèrent à s'intéresser à lui. Tandis que d'autres orchestres mendiaient des subventions et jouaient devant des salles à moitié vides, Rieux remplissait les stades et dominait les palmarès. Soudain, ce qui semblait n'être que des artifices s'est révélé être une véritable stratégie de survie. André Rieu, l'homme que des millions de personnes connaissent pour ses valses éblouissantes et son sourire chaleureux, cachait un passé bien plus sombre que ne le laisse paraître la lumière des projecteurs. Derrière les concerts grandioses et les tournées à guichets fermés, se dissimule un homme qui a passé des années en thérapie pour tenter de panser les plaies infligées par un père froid et distant. Son propre père ne lui avait jamais dit qu'il était fier de lui, n'avait jamais complimenté son jeu de violon et ne l'avait jamais vraiment remarqué. La douleur était si profonde qu'André a même manqué les funérailles de son père. Jeune homme, il a vu son frère fuir dans un autre pays pour échapper à cette même tempête émotionnelle. Mais la thérapie a permis à André d'aller de l'avant, même si les cicatrices persistent. Loin des projecteurs, André mène une vie étonnamment calme et pragmatique. Alors que ses fans l'imaginent vivre dans le luxe et le glamour, il a discrètement investi dans l'immobilier, acquérant près de 80 propriétés à travers les Pays-Bas. Tout a commencé après une grave crise financière qui a failli le ruiner. À un moment donné, il a perdu tout ce qu'il possédait, y compris son violon Stradivarius. Il a appris à ses dépens que les rêves peuvent coûter cher. Désormais, il investit dans la pierre plutôt que dans les châteaux et les fontaines. Cette expérience l'a transformé. Elle l'a rendu prudent, même lorsque son personnage scénique brillait encore. À l'approche de son 75e anniversaire, André prépare un événement grandiose, peut-être même un dernier grand coup d'éclat. Il retournera à Maastricht, sa ville natale, pour une série de concerts qui ressemblent davantage à un adieu qu'à une fête. Sa santé a déjà montré des signes inquiétants, avec des concerts annulés et des interrogations quant à sa capacité à tenir encore longtemps. Mais il n'est pas prêt à dire adieu. Son fils, Pierre, dirige la société de production et affirme qu'André préférerait se séparer de son précieux violon plutôt que de licencier un seul musicien de l'orchestre. C'est dire à quel point il tient aux personnes qui l'accompagnent depuis des décennies. Et pourtant, dès qu'on évoque la retraite, André Henrit, il plaisante, mi-sérieux, mi-figue, mi-raisin, en disant qu'il continuera à se produire jusqu'à 140 ans. C'est cette ténacité qui le fait avancer. Même à 75 ans, il donne encore jusqu'à 100 concerts par an, tout en voyageant avec un entraîneur personnel et en veillant scrupuleusement à son sommeil pour rester en pleine forme. Il croit sincèrement au pouvoir guérisseur de la musique. Il l'a entendu de la part de ses fans, et même de médecins qui affirment que ses concerts ont des effets thérapeutiques. Et c'est peut-être pour cela qu'il ne s'arrêtera pas. Car pour André Rieu, chaque note qu'il joue est une façon de rendre l'appareil, une façon de rester jeune et une façon de réécrire la douleur qui a marqué son enfance.